coucou tout le monde. Bon, ben, j'ai oublié bien évidemment de vous montrer le deuxième menu. Donc ce soir, c'est lieu noir pané au pesto et purée avec du pecorino et les carottes poêlées. Donc, il fallait sortir de... Alors ici, on avait donc... J'avais besoin d'un œuf, la chapelure et avec le pecorino, il s'est un peu mélangé là. Ensuite, le lieu noir, je l'ai trempé avec du pesto. Ici, les carottes. Oh putain, j'en ai foutu partout. Ah ben vous voyez. Ah ben voilà. Voilà. Ah, c'est chaud. Et là, les carottes sont en train de mijoter. Voilà, pour 20 minutes. Toujours pareil, la petite photo. Donc après, ça va être pané comme ça. Et ensuite, bon, toujours pareil, le process. Voilà. Mais j'ai oublié de vous montrer par contre le déballage. Bon, ben voilà, tout était encore en petits sachets comme ceci. Voilà, du pecorino, il m'en reste encore un petit peu parce qu'il va falloir que je le mette dans la purée. Voilà, tout est fait. Voilà, le petit sachet est prêt pour. Là, c'est pour toujours pareil 2 personnes. Hein. Là, il y a de la chapelure, il y en a en voiture, voilà. Ça, c'était moi, c'est ce que j'avais, parce que l'œuf, il n'est pas fourni. Je pense qu'ils ont quand même un peu peur que ça arrive en omelette. Les patates qui sont, ici, j'ai les patates qui sont cuites, donc je vais les écraser. Là, je les ai mis pour qu'elles gardent le chaud. Comme les carottes, c'était un petit moment. Et du coup, le poisson est arrivé avec une barquette comme ça dans le carton pour garder la fraîcheur, hein, parce qu'on est quand même sur du poisson. Donc ils pensent à tout quand même. Hein. Il y avait un petit truc de congélation comme ça. Voilà, vous savez tout pour ce deuxième repas de la HelloFresh. Voilà. Et je vous retrouverai pour la suite des autres recettes. Voilà, il en reste 2 autres. Et voici la réalisation. Désolée, il y a la télé derrière, je la fais éteindre. Donc carottes avec du balsamique et des échalotes, une petite purée maison et un petit lieu noir avec des épices, de la chapelure, du pesto. Ça sent trop bon. Je file manger. Bien bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog. On va papoter ensemble, pas mal de choses à raconter. Ça fait un moment que je suis pas passée. Enfin, je sais pas trop quand est-ce que je vais poster la vidéo, mais ça fera... Non, ça fait une semaine que je vous ai posté la dernière vidéo en date. Mais j'ai beaucoup de choses parce qu'il y a des choses que j'ai lues déjà depuis un petit moment. On va parler lecture, bien évidemment. Arrivée de service presse-papier. Et ensuite, lecture en cours, lecture terminée. Avis lecture. On va parler aussi de films. Je suis allée au cinéma une fois et j'ai regardé un film sur Canal+. Donc je voudrais en parler avec vous. Et on va parler HelloFresh. Alors, je ne vais pas réépiloguer. Il y a une première partie de vidéo qui se trouve dans la vidéo précédente, le vlog précédent. Donc, n'hésitez pas à aller voir. On va discuter un petit peu de cette avancée avec ma box HelloFresh. Mais d'abord, on va peut-être parler lecture. On va parler réception. J'ai reçu en papier le tome 3 de Élite. Zone sous haute tension, ce tome 3 avec Brooke Blaine et Ella Frank. C'est une romance contemporaine MM. C'est le remake de Top Gun en version MM. J'ai adoré les 2 premiers tomes. Vraiment, ça monte en plus, ça y va force dans le deuxième tome. J'ai beaucoup aimé. La relation s'étoffe énormément. Et donc, elle nous laissait un petit peu sur notre fin à la fin de ce tome 2. Et il me tarde de découvrir donc la fin de cette histoire. Il fait 200 pages, donc je pense que c'est un roman qui ne devrait pas me prendre trop de temps. Je pense que c'est une de mes prochaines lectures. Voilà, c'est écrit par des femmes. On est dans Marceau féminin. Voilà, ça va parler d'une romance d'homme, mais pourquoi pas, hein, écoutez. Voilà, donc il est très beau, ce 3e opus. Je le trouve tout aussi beau que les 2 précédents. Il est tout petit. Donc écoutez, je vous en parle très bientôt. Le deuxième roman que j'ai reçu en service presse papier, c'est La femme en feu de Lisa Barr qui sort aux éditions L'Archipel. Il sort le 23 mars. Dans cette histoire, on va nous parler d'un tableau qui a été volé par les nazis et qui a fait couler beaucoup de sang. Donc il va bientôt être adapté en film au cinéma. Il a été acheté par Sharon Stone qui va produire le film et qui va y jouer dedans également. Donc on est avec une journaliste qui va partir sur les traces de ce tableau mystérieusement disparu pendant la Seconde Guerre mondiale, volé par les nazis.
Voilà, c'est tout ce que j'en sais. Le pitch me plaît énormément. C'est un roman qui n'est pas très long. Pareil, ça devrait pas me prendre beaucoup de temps. Je ferai peut-être une entorse. Ah, je vais y arriver à ma pile à lire du mois de mars pour peut-être l'avancer et le lire très prochainement. Puisqu'il rentre dans Mars au féminin, c'est écrit par une femme, avec une héroïne féminine dans l'histoire. Donc écoutez, voilà, j'aime beaucoup la couverture. C'est fait très mystérieux. Et il y a marqué « Quand un tableau volé par les nazis fait couler le sang ». Voilà, donc c'est ce que je vous disais. Donc écoutez, il n'y a plus qu'à. Donc voici pour les réceptions papier. Et coucou. Alors, on continue avec les découvertes des plats de HelloFresh. J'ai pris des crevettes poêlées au beurre épicé avec une fondue de poireaux et du persil. Voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai coupé mes petits poireaux. Ici, nous avons les crevettes. Ici, vous avez le riz qui est en train de cuire. Pourquoi je chante? Non, mais n'importe quoi. Ici, vous avez la noix de la cajou. Voilà. Persil et les épices. Cumin et paprika et un ail. Un oignon, un ail. Voilà, ben écoutez, je vous montrerai le plat finement réalisé, bien évidemment, par votre maître cuistot ici présent. Ah oui, je vous dis, Etchebest n'a qu'à bien se tenir, il peut trembler. Et voici le plat final. Donc, riz, poireaux, crevettes avec une belle sauce. Vous voyez, là, c'est la poêle entière. Hein. Donc, il y en a assez pour 2 personnes, largement. Donc, j'ai le repas pour ce soir et le repas pour demain. Donc, ça, c'est trop bien. Voilà, bon, j'ai ma plaque à nettoyer maintenant. Vous avez vu quelques éclats. Voilà. C'est trop beau, mam. Ensuite, on va parler de lecture terminée avec toujours aux éditions L'Archipel, mais dans la collection Archipoche. Ma vie à pile ou face de James Bailey. C'est l'histoire ici d'un jeune homme trentenaire qui se retrouve plaqué par sa petite amie du jour au lendemain. Il venait de lui demander de l'épouser. Voilà, ça c'est le tout début de l'histoire. Donc on a un peu un Bridget Jones masculin, on va le suivre, on est en Angleterre, on va le suivre. Il va décider, alors on le voit sur la couverture, de prendre ses décisions grâce à une pièce et de tirer à pile ou face. J'en dirai pas plus. Donc c'est vraiment une romance chick lit, puisqu'il y a une romance dedans quand même. Hein. C'est de la chick lit, du feel good. Voilà, si vous passez un bon moment, sans prise de tête, c'est pas très approfondi, c'est pas ce qu'on demande au roman. Alors je suis mitigée pour plusieurs choses. J'ai passé un bon moment de lecture sur une partie de l'histoire. J'ai trouvé la première partie un peu frivole, un peu frivole, un peu trop de burlesque, de tir burlesque, je dirais même. On essaye de tirer la corde encore un peu plus pour amener des situations cocasses, drôles, qui au final ne le sont pas, du coup sont trop de trop. Et j'ai détesté les parents. Vraiment, c'est des personnages que j'ai vraiment détestés. Le père et sa façon d'être, qui fait payer dès que tu ouvres la bouche, limite. La mère qui est derrière son fils, qui est trentenaire quand même, et qui le traite comme s'il avait 2 ans. Donc voilà, donc là, sur cette partie-là, j'ai pas aimé. Et après, j'ai beaucoup aimé la deuxième partie, qui est un peu plus, on va dire, adulte, un peu plus sympathique à suivre. On fait un road trip en plus avec le personnage principal. Donc ça, j'ai bien aimé. J'ai passé un bon moment. Voilà, ça reste très simpliste, c'est un roman détente, c'est un roman si vous voulez vous évader. J'ai bien aimé être à Londres, ou même dans la banlieue plutôt londonienne, avec ce personnage qui est vraiment, qui passe de tout à rien. Il perd tout en plus, parce qu'au moment où il perd les choses s'enchaînent pour lui, le pauvre, il se retrouve sans rien. Donc il doit repartir de zéro, et puis il a que 30 ans, donc il se demande qu'est-ce qu'il va faire de sa vie, qu'est-ce qu'il pourrait bien faire. Et cette pièce va au départ l'aider. Mais bon, elle prend pas toujours. Enfin, vu que c'est une pièce quand même qui prend les décisions, des fois c'est peut-être pas l'idée la plus judicieuse du monde. Mais ça reste, voilà. Il y a eu des moments où c'était drôle. Il y a des moments où c'était touchant. Donc c'était mignon. Ça m'a mis le sourire. Je l'ai trouvé attendrissant, le jeune homme. Mais on va dire que un quart du roman m'a agacée, parce que je trouve que c'était trop de trop. Enfin, il n'y avait pas besoin en fait d'en faire trop, parce que du coup moi ça m'a, j'étais là, j'ai levé les yeux au ciel, je dis mais pourquoi tant de potache, pourquoi tant de le faire passer pour il passe pour un imbécile quoi. Il m'a fait plus de peine qu'autre chose.
Alors qu'il y a une deuxième partie qui est vraiment plus intéressante. Il y a un petit cache-cache, on va dire, qui est assez sympathique, qui aurait au final grandement suffi et qu'au début, voilà, il soit peut-être dans la détresse parce qu'il a tout perdu, mais sans en faire trop, quoi. Voilà, sans avoir besoin de faire trop. Il m'a fait penser un peu au personnage de Lou dans Avant toi, avec cette famille un peu envahissante. On va pas se mentir. Et voilà, c'était un moment agréable. Je sais pas si ce roman-là restera gravé dans ma mémoire très longtemps, mais il aura eu le mérite de me faire passer un petit moment de détente. Il se lit assez vite. On passe, voilà, on voyage en plus, donc c'était assez sympa. Même avec les petits bémols que je vous ai dit. En fait, c'est juste parce que moi, j'ai pas supporté les parents, le personnage des parents. Voilà, c'est tout. Au-delà de ça, un peu trop de burlesque à mon goût. Mais sinon, ça reste une bonne lecture. Voilà. C'est pas le livre de l'année. C'est pas celui qui va me rester gravé dans ma mémoire. Voilà. Comme je vous dis, c'est du feel-good, c'est de la chiclite. Voilà. Est-ce qu'on demande à ce type de roman-là? Non. Donc il a rempli le job demandé. On continue avec un autre roman. On passe ici en historique. Ah oui, il y a de tout. Hein. On va vraiment passer changer de genre, changer d'époque, changer de style. À chaque fois. L'espionne de Berlin de Mandy Robotan. Dans cette histoire, on va suivre des journalistes de tous bords, hein, qui soient masculins ou féminins, mais qui soient aussi de n'importe quel pays, et qui vont venir à Berlin en 1937. Donc le nazisme a déjà fait une grosse percée, une grosse montée. On sent que la ville de Berlin change depuis déjà les Jeux Olympiques, où on sentait quand même un petit quelque chose. Donc ces journalistes étaient déjà présents à l'époque des Jeux Olympiques, où il y avait quand même cette liasse populaire, cette joie quand même autour des Jeux. Et on sent quand même un Berlin changé en peu de temps, et en 1937. Donc une jeune journaliste qui a été journaliste de mode, là où on veut, à cette époque-là où on veut caser toutes les femmes, hein, dans les revues de mode, c'est leur place, bien évidemment. Et bien non, il y a certaines qui sont reporters, et donc celle-ci, notre héroïne qui s'appelle, je me rappelle déjà plus son prénom, Georgie, oui voilà, Georgina, qui part à Berlin et qui va se retrouver donc dans ce microcosme journalistique avec des journalistes de tous bords, de tout pays, et elle va relater sous couvert de la propagande de Goebbels les infos de Berlin et de l'Allemagne et des pays limitrophes, puisqu'on sent que Adolf Hitler veut envahir les autres pays, même si les pays européens comme la France et l'Angleterre en sont loin de se dire que ça va arriver. On va dire qu'ils ont mis des œillères. Et on sent vraiment ce Berlin changer. On va, ces journalistes, découvrir ce Berlin changer au niveau des Juifs, au niveau de la séquestration des Juifs, de cette haine raciale, de ce dégoût du Juif par l'Allemand arien. Voilà. Et vraiment, j'ai adoré ma lecture. J'étais imprégnée dans ces rues berlinoises avec ces personnages. Georgie, c'est un personnage que j'ai aimé. Le courage, voilà, sa passion pour le journalisme, sa passion d'enquêter, même dans la peur un petit peu de cette ville qui a beaucoup, beaucoup changé quand même, hein, où l'interdit fait foi. Vraiment, je vous le conseille. Alors, ça reste romanesque, hein, bien évidemment, romancé, bien sûr, mais on a quand même certaines informations sur cette ambiance de Berlin, d'Allemagne, sur un peu cette mainmise sur les journalistes, même qu'ils viennent d'autres pays, et sur cette peur qui grandit dans cette ville. Et on va les suivre donc de 37, mais pas que, et on va avancer dans le temps. J'ai beaucoup aimé ces personnages. J'ai été touchée par cette acceptation du peuple juif, de cette haine qu'ils reçoivent et qu'ils malheureusement encaissent aux limites du supportable, de l'humiliation, de se détacher de tout ce qu'ils ont pu connaître. Vraiment, comme d'habitude, ça touche, même si on a une pudeur de la part des personnages que l'on découvre dans cette histoire. Georgie et ses amis m'ont transportée. Alors voilà, ça reste romancé comme je vous l'ai dit, mais j'ai passé un excellent moment. C'est petit coup de cœur pour cette lecture, pour cette histoire, pour cette héroïne. Et il y a une
petite romance. Mais ce que j'ai aimé, c'est la direction que prend Mandy Robotham pour cette romance, justement. C'est un enemies to lovers. Elle est compliquée et je pense que les faux semblants induisent en erreur. Et voilà, donc il y a un bout de romance, c'est pas la chose primordiale de l'histoire, mais elle en fait partie parce que nos deux personnages principaux nous amènent dans leur quotidien. C'est cette vie berlinoise qui va les rapprocher profondément, alors qu'ils se sentaient peut-être si différents l'un de l'autre, et au final, pas tant que ça. Voilà, donc je peux que vous le conseiller. Donc c'est Camille de Mama Bimambouk qui me l'a offert pour mon anniversaire. Elle a tapé dans le mille. C'était un excellent moment. J'avais déjà lu Mandy Robotham dans L'infirmière d'Hitler, que j'avais beaucoup aimé. Pareil, c'est un côté très romancé, mais ça m'avait beaucoup plu. Donc si vous aimez les romances historiques ou les romans historiques qui nous plongent un petit peu au cœur de la Seconde Guerre mondiale, n'hésitez pas. Découvrez Georgie, cette femme qui gravit les échelons, devient grande journaliste et qui ne se laisse pas faire par les hommes. Et en plus, qui ne se laisse pas faire aussi par cette police hitlérienne qui les empêche un petit peu de divulguer un petit peu ce qui se passe vraiment dans Berlin. Voilà, donc j'espère vous avoir donné envie de le découvrir. En tout cas, moi, je suis ravie. J'ai beaucoup aimé Max, j'ai beaucoup aimé Georgie, j'ai beaucoup aimé tous les personnages. Enfin, il y a des personnages secondaires qui sont vraiment excellents. Voilà, découvrez vraiment cette histoire parce que franchement, c'est un petit coup de cœur pour ce récit qui m'accompagne encore. Même une fois fini, ils étaient encore avec moi parce qu'on réfléchit à plus, on va plus loin en plus parce que là, on est en 37, 38, 39, début, enfin, au départ de la Seconde Guerre. On suit ensuite la vie de cette héroïne. Vraiment, je peux que vous le conseiller grandement et fortement. Et ensuite, le dernier dont on va parler ce soir, et après, je vais m'arrêter là pour cette partie pour ce soir. Je vous retrouverai demain, je pense, pour essayer de mettre le vlog samedi ou dimanche en ligne. Donc, est-ce que j'ai dit qu'on était vendredi ? On est vendredi 16 mars. Est-ce que je l'ai dit ? Non, je ne pense pas que je l'ai dit. Ah ben, ceux qui arriveront là, qui seront venus jusqu'ici, sauront quelle date on est. C'était le suspense. Ensuite, je vais vous parler, que je viens juste de terminer, là, aujourd'hui. Je l'ai fait en audio-livre. Le Palais des Mille Vents, le tome 2, Les Nuits de Saint-Pétersbourg, de Kate McAllister. J'avais adoré le premier opus. Vous pouvez le retrouver dans mes avis. J'essaierai de vous mettre le petit i là où vous pourrez retrouver l'avis du premier tome. C'est de la romance historique. On est ici dans des grandes fresques romanesques. On est en 1850, je crois à peu près. Voilà, c'est ça. On commence en 1848. Donc, on est en 1850. Dans le premier opus, on va suivre un personnage qui s'appelle Morgane et une jeune fille qui s'appelle Mora, qui vivent plus dans les steppes mongoles en Inde et tout ça. On va être plus de ce côté-là. Mais il y a quand même un point culminant avec la Russie. On va être dans l'espionnage, dans les descendants de Gengis Khan. Voilà, dans ce premier opus qui était magnifique, qui était raconté de façon tellement belle par Kate McAllister, qui est un amour interdit. Voilà, c'était sublime. Si vous aimez la romance historique, les grandes fresques, les grands personnages, voilà, les montagnes russes émotionnelles, franchement, plongez dans cette histoire. Dans ce deuxième opus, je ne voyais pas trop au départ qu'est-ce qu'il y avait comme ramification entre le premier opus et celui-ci. Il y a juste un petit détail au début, on sait pourquoi. On va retrouver ici Vassili et Yelena, qui sont princes de sang royal, cousins du tsar de Russie. On va être dans un palais impérial. Alors, pas impérial, un palais voilà, d'un prince, qui vont avoir des jumeaux, Alexei et Victor. Et on va suivre leur vie à Vassili et Yelena. On va suivre cet amour sublime dans ce blanc neigeux avec leurs moudjiks, donc qui sont en fait leurs serviteurs et plutôt des esclaves sous ce tsar de Russie, Nicolas Ier d'abord, et ensuite Alexandre son fils. On va suivre la maîtresse aussi du tsar. Enfin voilà, il y a vraiment, c'est romanesque, c'est magnifique. Et ils vont avoir des ennemis qui vont tout faire pour essayer de les renverser, qui vont tout faire pour les détruire. Vraiment, du moment où vous commencez l'histoire, il n'y a pas de temps mort.
vous vous demandez quel quinte ou quel problème va arriver ensuite. Donc on va suivre Vassili et Yelena, cet amour, mais on va suivre aussi donc ces jumeaux, Victor et Alexei, qui vont avoir une sorte de garde du corps qui s'appelle Nikolai, qui est un enfant d'une dizaine d'années, Yelena va mettre à profit dans ce palais pour surveiller en fait ces bébés et vivre toute leur vie avec eux et devenir le moudjik de ces enfants. Nikolai va avoir une place prédominante dans cette famille. Voilà, on va suivre tous ces personnages et je vous jure que j'ai mon cœur qui a palpité. J'ai souri, j'ai été transportée par ces amours familiaux, ces grands amours avec un grand A, par Nikolai, par Yelena, par Vassili. Vraiment, vous êtes transportés et vous tremblez. Parce que franchement, il y a des passages... La fin m'a déchiré le cœur. Mais vraiment déchiré le cœur. C'est splendide. La plume de Kate McAllister, racontée par l'audio que j'ai lu, qui est vraiment captivant. La voix, je l'avais déjà eu dans plusieurs bouquins déjà, par exemple dans Darkness de Juliette Pierce et Claire Smith. Mais ici, je trouve qu'elle excelle. Elle vous transporte. Vous êtes vraiment dans ce palais, vous êtes vraiment dans ces contrées remplies de neige blanche en Russie, avec ces complots politiques, ces espionnages entre les Anglais et les Russes. Voilà, et je ne vais pas trouver la ramification. Comment ça allait se raccorder entre le premier tome et... Alors ici, il y a un lien, un seul, mais je ne voyais pas comment... et voilà. Et la fin, en fait, nous laisse sur notre fin. Je vous jure qu'il me tarde d'avoir le prochain, où là, on va avoir la ramification, je pense, du premier et du second. Et je veux suivre ces personnages. Je ne sais pas certains ce qu'ils vont devenir. J'avoue que... Elle les épargne pas. Là, vous n'allez pas être épargnés parce que les personnages ne le sont pas. La dureté de cet hiver russe, mais également des personnages. Parce que les méchants sont vraiment des pourritures. Voilà. Ils payent, mais quand ils payent, vous êtes là. Il y en a d'autres. Enfin voilà, c'est vraiment... je pense que dans le troisième opus, on aura encore beaucoup de choses qui vont se passer. C'est un énorme coup de cœur pour ce... Alors j'avais trouvé le tome 1 excellent, j'avais passé un super moment. Je crois que je lui ai mis un 19 sur 20 quand je l'ai lu l'année dernière. Mais alors je pense que celui-là, il est encore au-dessus. Je sais pas comment elle fait. C'est encore mieux, c'est haletant, c'est captivant, c'est prenant. Enfin voilà, que vous conseillez Kate McAllister, parce que moi c'est le deuxième que je lis d'elle. Je vais lire les autres. La vallée du Lotus Rose, il faut absolument que je lise cette trilogie. Et il me tarde maintenant le troisième opus de ces aventures, de ces personnages, d'Alexei, de Nicolas, de Victor, de Alexander, enfin voilà, de tous ces personnages, vraiment, si vous aimez la romance historique avec des grandes fresques, des complots, des méchants, enfin voilà, des personnages qui sont, voilà, et l'amour, bien évidemment, le grand amour, enfin je pense que le fil conducteur de ces histoires, c'est le grand amour. Voilà, j'ai adoré. Vraiment, je vais avoir du mal à les quitter là. Vivement la suite. Voilà, je peux que vous le conseiller. Plus, c'est un énorme coup de cœur. Je vous ai dit, le premier tome, j'ai mis 19 sur 20. Là, je mets 20 sur 20. C'était waouh. J'ai chialé, mais la fin. Parce que non, dans la vraie vie, enfin, dans ces personnages qui ont vécu à cette époque-là, tout ne finit pas bien pour tout le monde. Donc là, il faut, voilà. C'est un peu The Walking Dead, quoi. Hein. Attention à qui vous allez choisir d'aimer, hein. Voilà, donc je ne peux que vous le conseiller. Mais j'espère vraiment que dans le troisième opus, on aura aussi des fins quand même heureuses pour nos personnages. Mais là, on reste sur notre fin parce que rien n'est fini. Et tant de questions, tant de questionnements sur nos persos. Voilà pour celui-ci. Écoutez. Alors, on a vraiment 3 lectures. On n'est pas sur les mêmes... voilà, on n'est pas sur les mêmes époques. On n'est pas du tout sur les mêmes choses. Bien évidemment, je vous conseille grandement ces deux-là. Hein, c'est l'historique que j'ai beaucoup aimé. Celui-là, si vous voulez vraiment un moment de détente. Écoutez, voilà, on a fait la parenthèse enflammée. J'ai encore d'autres romans que j'ai terminés, dont je vous parlerai une autre fois. Parce que là, ça fait 20 minutes que je parle. Donc, il y a ces deux-là. Un bûcher sous la neige et Ton parfum de Farah Hanna. Je vais également vous montrer ma lecture en cours. En audio-livre, je vais essayer de reprendre Black Revenge.
Mais je vais peut-être en choisir un autre aussi. Hein, voilà. Donc je suis en train de lire Toutes les lueurs de Londres de Julia Kelly pour Mars au féminin. C'est la lecture commune pour le groupe Elle Booktube et vous. Donc pour l'instant, j'ai à peine commencé. J'ai lu 45 pages. Ce soir, pendant le live Twitch, je vais continuer cette lecture. On est ici à Londres en 1940, mais aussi en 2017. Et on va alterner les époques, puisque la jeune femme de 2017, Cara, trouve un journal intime d'une personne dont elle a la... dont elle est dans la... Enfin, oula, non. Elle vend des œuvres d'art et elle récupère dans les maisons où les personnes sont décédées. Donc les héritiers veulent se débarrasser et elle va trouver une boîte avec des lettres et un journal, enfin des lettres, avec un journal intime de la personne qui est décédée, qui a vécu quelque chose pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on va suivre 2 femmes pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc j'ai hâte de... Voilà, une d'elles tombe amoureuse d'un pilote de la RAF. Voilà. Mais écoutez, ça c'est ma lecture en cours. Ensuite, niveau film, on va parler d'abord celui que j'ai regardé sur Canal+, Revoir Paris. Virginie Efira dans un de ses plus beaux rôles, je pense. Enfin, je ne les ai pas tous vus encore. Hein. Il me reste Benedetta à voir. Et Victoire aussi, que je n'ai pas vu, où elle joue dedans. Je l'ai adoré. Revoir Paris, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'arrête dans un café parisien en rentrant un soir. Elle est à moto, il pleut énormément dans les rues parisiennes. Elle s'arrête pour se mettre à l'abri dans un café. Une tuerie éclate dans le café. Elle oublie un petit peu ce qui s'est passé et elle va cheminer dans Paris comme ça pour retrouver sa mémoire, ces personnes qu'elle a croisées. Et franchement, c'est hyper émouvant. Il y a beaucoup d'introspection, il y a beaucoup de silence, de regard porté sur les événements, porté sur ces personnes qui ont vécu l'inacceptable, l'horreur, qui en ont réchappé par rapport à des corps qu'ils ont vus par terre et qui étaient morts. Vraiment, il y a vraiment une pudeur aussi. Une grosse pudeur, j'ai trouvé dans ce film-là. Et j'ai trouvé que on passe les barrières sociales grâce à cet événement qui vous lie, qui resserre les liens du silence, les liens de la peur. Et vraiment, c'est un film qui est magnifique. Je voulais aller le voir au cinéma quand il était passé. J'avais pas pu aller le voir. Je suis ravie d'avoir pu le regarder. Je vous le conseille fortement. Alors oui, effectivement, on n'est pas sur quelque chose de joyeux. Bien sûr. Je trouve que la prestation de Virginie Efira est magnifique dans ce film. Benoît Magimel, pareil. Je l'ai trouvé excellent. J'ai trouvé que c'est un personnage lumineux par rapport à une Virginie Efira qui vit plus dans le mal-être. Et voilà. Et tous ces personnages vont se porter et vont s'amener plus haut pour des lendemains meilleurs, pour retrouver la mémoire aussi. Voilà. Donc je peux que vous le conseiller. Je suis ravie de l'avoir vu. C'était parfait. Pas trop de trop, pas trop de larmoyant, pas de... Voilà. On est vraiment... la partie attentat est à couper le souffle. Vous êtes devant votre écran avec comme eux le souffle coupé, cette... là, jusqu'à de reprendre la respiration normale. Voilà. Donc je ne peux que vous le conseiller. Voilà pour les nouvelles du jour. HelloFresh se passe super bien. Je vous aurai inséré entre mes discours et tout ça, mes menus. Coucou tout le monde, on est parti pour la dernière recette de mes 4 menus choisis pour ma première box HelloFresh. Donc là c'est un bol de poulet, crème d'avocat et pickles avec des patates douces. Franchement ça a l'air trop bon. Donc là toujours pareil, hein, je suis le menu. Ici j'ai coupé mes radis, là mes pickles, enfin mes oignons, là la crème d'avocat et ici les poulets qui est en train de cuire. Il y a de la graisse partout, c'est génial. Et voici donc le plat final. Oh, je vais me régaler. Allez, j'ai une autre part donc pour demain soir aussi. Franchement, c'est assez simple. Pendant que les patates douces cuisent, vous faites tout le reste et pile poil ça finit. Les patates finissent de cuire, que vous n'avez plus qu'à répartir dans l'assiette. Allez, bon app. Je vous avais montré dans le vlog précédent les menus, le premier menu que j'avais fait. Ici, j'en ai fait 3 autres. Je vous ai inséré au milieu de ce que je dis, mais ça, je le ferai au montage. Hein. Les joies du montage qui se passent après et tout ça, hein,
ça serait inséré. Regardez-moi ces plats, je me suis régalée. J'ai recommandé une nouvelle box qui devrait arriver le samedi 18 mars. Pour l'instant, au niveau qualité, au niveau quantité, au niveau goût, des mélanges, des saveurs, je me suis régalée. Au niveau, alors les portions, quantité, sont parfaites. Quand ils disent pour 2 personnes, c'est vraiment pour 2 personnes, donc c'est très bien. Moi, ça me fait 2 repas. Certaines choses, je peux les cuisiner en 2 fois. Certaines choses, je les cuisine en une fois et je fais réchauffer les parties qui en ont besoin. Vous avez vu, chaque plat était excellent. Mon coup de cœur va quand même au nan. Et tout était bon, hein. C'est un peu ça qui est un peu... le nan et le bol. Le bol poulet avec les patates douces. Voilà, donc pour l'instant, je ne peux pas trop faire une rétrospective de est-ce que ça me coûte plus cher que mes courses parce que ben, j'ai pas encore le recul pour. Là, j'ai fait un drive que d'éléments, le PQ, les dosettes pour le lave-vaisselle, les trucs pour le petit déjeuner. Voilà, il y a des huiles immuables, les croquettes de Raymond, on va pas déconner non plus. Voilà, donc écoutez, pour l'instant, j'ai pas encore le recul pour voir sur un mois et sur l'autre. Vu qu'en début d'année, j'avais commencé à faire mes comptes, je sais à peu près combien je dois dépenser dans le mois au niveau de mes courses, si je fais attention et que j'exagère pas. Donc écoutez, on fera une rétrospective, je pense plus vers... Laissez-moi le recul, il me faut le mois de mars en plus. Donc je pense plutôt au mois d'avril, on pourra faire un point. En tout cas, j'ai commandé une deuxième box. Vous pouvez l'arrêter quand vous voulez. Vous pouvez faire une pause quand vous voulez. Vous pouvez reprendre quand vous voulez. Tout est pratique. Je trouve qu'il est ludique. C'est ludique, c'est pratique. Ça tient ses promesses. Et au niveau de la qualité, de la quantité, comme je vous dis, c'est parfait. Vous pouvez choisir les menus que vous voulez. Donc je continuerai dans les prochains vlogs à vous mettre à l'intérieur. Dans cette deuxième box, j'ai payé 35 € parce que la première, j'avais quand même des bons, etc. Donc là, j'ai eu un bon de 15% cette fois-ci. Donc j'ai payé 35 € pour 3 repas cette fois-ci. Parce que je me suis dit que moi, ça m'en faisait 2. Donc ça me fait la semaine. J'en ai pris que 3 cette fois-ci. La fois d'avant, j'en avais pris 4. J'avais un énorme bon d'achat. Voilà. Donc ça, c'est pour les explications. On a fait le tour pour ce soir. Je vous retrouverai... Donc la luminosité baisse, hein, oui, parce qu'il est quand même 19h15. Il fait encore jour, on va pas se plaindre. Ça y est, les jours rallongent. On va bientôt changer d'heure. Ça, je vais apprécier. On va peut-être dormir 1 heure de moins. Mais on va avoir jour plus tard. Donc bon, on peut pas tout avoir dans la vie. Je vous retrouve dans le prochain vlog où on parlera de ces livres dont je ne vous ai pas parlé du coup aujourd'hui. On parlera du film que je suis allée voir au cinéma et que j'ai vraiment adoré. Et coucou tout le monde. Alors vous, ça fait 3 minutes, même pas, ça fait 1 seconde qu'on s'est quitté. Nous, ça commence mal cette histoire. Bon, bref, on est dimanche. Bon, on va pas tourner autour du pot. On est dimanche 19 mars. Voilà, 19 mars. Je vous retrouve pour la dernière partie du vlog avec un film et un livre. On va parler d'abord du livre, je pense. C'est Ton parfum de Farah Hanna. On est ici dans une dark romance. Donc, qui dit dark romance, dit public averti, mature, adulte, enfin bon, j'ai l'impression qu'il faut le répéter souvent maintenant. Ça faisait pas fou au début où c'est sorti, mais alors maintenant, ça fait tapage. Donc écoutez, effectivement, faites attention, il y a les trigger warnings qui sont annoncés au début du roman. Je ne vous dirai pas lesquels. Voilà, ils y sont. Donc dites-vous qu'il y a des choses qui peuvent vous heurter et vous choquer. Vous savez vous-même votre propre sensibilité. Ton parfum, c'est quoi? C'est une jeune fille qui part en vacances en Toscane rejoindre sa mère, avec qui elle est un peu en conflit depuis le divorce de ses parents, parce qu'elle a trouvé un homme plus jeune et qu'elle les a un peu mis de côté et que la mère est assez particulière. Donc elle part en Toscane, dans une villa familiale, ou dans un village où d'autres personnes de sa famille, dont sa grand-mère, habitent là à l'année. Elle a une toute petite sœur, et donc avec ce que sa mère a eu avec ce nouveau mari, et on arrive donc dans ce lieu avec elle, avec toute sa colère et sa rancœur, avec son mal-être par rapport à sa mère, par rapport à ce conflit qu'elle a avec elle. Elle est ravie de retrouver sa famille, et donc quelque chose va démarrer avec son beau-père. Je ne vous dirai pas comment ça se passe et tout ça. Dans l'esprit de l'endroit
le lieu, m'a fait beaucoup penser, et c'est rigolo parce que j'en ai parlé un soir dans le live Twitch, à la villa dans Call Me By Your Name, le film avec Timothée Chalamet, puisque j'ai pas lu le livre, je n'ai vu que le film avec Timothée Chalamet, dans cette villa italienne. Et j'ai retrouvé vraiment cette ambiance, ce lieu, ça m'a fait énormément penser à ça. Et c'est drôle parce que Farah a fait un réel il n'y a pas longtemps. Et c'est ce qu'elle disait, qu'elle s'était inspirée du coup de la villa qu'elle avait vue dans le film. Donc du coup j'étais ah c'est trop cool. Oui, enfin alors là dans la chronique c'est pas quelque chose d'important mais je trouve. Donc dans ce roman, on va suivre donc cette jeune fille Ava qui va entretenir du coup une relation avec son beau-père. Bon, on va parler d'adultère. Bon, ça c'est pas le sujet de la dark. C'est pas quelque chose qui me dérange dans les romans. Je sais que ça dérange beaucoup de personnes. À l'époque où j'avais lu Bertrand et Lola de Angélique Barbera, beaucoup de personnes m'avaient dit non, ce sujet-là, je peux pas. L'adultère. Voilà, donc je peux comprendre. Donc je préfère vous le nommer celui-là parce qu'il a rien d'important non plus. Hein. C'est la base de l'histoire. Sinon, il n'y aurait pas eu d'histoire. Voilà, donc Ava, 5, au fond d'elle, il y a quelque chose qui la bloque depuis son adolescence. Et elle n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Et puis, Farah, grâce à ses mots, grâce à sa poésie, grâce aux personnages qu'elle nous présente, on va être envoûté et emporté dans cette histoire. Dans une première partie qui est magnifique, dans les chants de tournesol italiens, enfin, vraiment, c'est poétique, c'est beau, c'est magnifique. Comment ne pas succomber à cette romance? Comment ne pas succomber à Imrel, le personnage masculin? Voilà, tout est fait en sorte que on ne puisse que craquer. C'est beau, c'est magnifique. Vraiment, on est envoûté dès le départ, on est intrigué au départ et on est envoûté. Vraiment, c'est un envoûtement. On a un personnage masculin assez atypique, assez froid, un petit peu absent de sentiments et d'émotions, ou certaines émotions qu'il ne comprend pas. Donc on a un personnage très atypique où déjà il faut se mettre un petit peu dans sa peau à lui pour en fait comprendre la deuxième partie du roman, je pense. C'est très important. Voilà. Donc il y a un élément déclencheur, bien évidemment, puisqu'on est dans une dark romance. J'avoue qu'à partir de là, mon cœur a saigné et s'est brisé parce qu'une partie de moi n'a pas consenti et ne consent toujours pas à l'heure actuelle où j'ai fini le livre. Mais Farah est tellement une ensorceleuse que je me suis laissée quand même happer complètement et qu'en fait mon cœur il est brisé parce qu'il a deux parties. La cohérente est plutôt basique, enfin plutôt droite dans ses baskets sur oui non, ça c'est pas possible. Et l'autre partie où je me suis laissée porter par ces personnages qui me racontent leur histoire et la façon dont eux ressentent les choses, les voient, les perçoivent. Et là ça a fonctionné en fait. Grâce à ça, grâce à la personnalité qu'elle nous présente des personnages, leur psychologie, leur façon d'être, leur choix, qui n'incombe qu'à eux, effectivement. Et si moi, à un moment donné, il y a des choses qui ne m'ont pas convaincue, ou convenu plutôt, c'est pas grave, en fait. Je trouve qu'elle a fait un contre-pied magistral au niveau du lecteur qui va être emporté dans cette histoire. Et franchement, jusqu'au bout, voilà. Donc moi, j'ai eu juste un passage au milieu, l'élément déclencheur, qui a fait que j'ai eu une vision différente et où, dans mon esprit, les deux choses se percutaient, en fait. Il y avait une non-acceptation d'un côté et envie de continuer avec ces personnages et de les comprendre et de les savourer, entre guillemets. Donc du coup, c'est une excellente lecture pour moi, c'est un petit coup de cœur, vraiment, cette lecture est un coup de cœur par la mise en scène des personnages, les lieux, cette espèce de huis clos entre cet homme et cette femme, le pouvoir de l'amour, en fait, le pouvoir de l'amour avec un grand A, avec des schémas d'amour qui sont différents de peut-être monsieur et madame tout le monde, de moi, peut-être ma vision de l'amour, qui est peut-être plus douce et édulcorée, avec des relations peut-être un peu plus tortueuses, torturées, mais belles quand même, avec des personnages qui découvrent en fait les sentiments amoureux, qui sont assez perdus à cause de ces sentiments. Et vraiment, je trouve que c'est maîtrisé. Je trouve que Farah Anna, dans ce roman-là, elle t'amène dans une dark romance, donc attention, c'est déjà délicat d'amener le lecteur
à cette falaise, à cette acceptation, voilà, ce degré où tu vas basculer un petit peu dans des fois des scènes qui vont à l'encontre de ce que l'on est, mais qui sont aussi bien menées par des auteurs. Et là, je vous jure que Farhana, elle le mène hyper bien. Donc attention, trigger warning, je ne vous dirai pas lesquels. Si vous voulez aller les trouver, vous allez les trouver. Il y a beaucoup de gens qui les ont mis et qui ont mis ce que c'était. Moi, je pense que ça se découvre. Une dark romance, si vous y allez dedans, ça se découvre. Voilà, si vous laissez l'auteur vous raconter cette dark romance avec les codes qu'elle a mis en place, les sujets difficiles psychologiques ou physiques qui sont mis en place pour les personnages. Ce n'est pas toujours de la torture et un agresseur sur une agressée, sur une victime. C'est pas toujours un syndrome de Stockholm, bien loin des fois. On est sur des personnages qui ont pu avoir vécu des choses difficiles et qui ont du mal encore aujourd'hui à avoir une vie et des émotions qu'elle contrôle. Voilà. Et c'est plein de choses comme ça. Et je trouve que ça flirte effectivement avec des fois les frontières de l'acceptable ou de l'inacceptable. Mais le problème qu'il y a, ce que je trouve dans la dark romance, c'est qu'on a tous des barrières différentes. On va avancer, on va dire ah ça y est, je le supporte, ça. Il y a des choses, voilà. Et je pense qu'il faut lire les histoires, c'est propre. Moi, je suis désolée, un trigger warning dessert en roman. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans un trigger warning, si on vous met, j'en sais rien moi, inceste, par exemple. Dans ce trigger warning, vous allez vous focaliser sur, je sais pas, inceste, une mère avec son fils, un père avec sa fille, des frères et sœurs et tout. Mais en fait, lisez l'histoire, parce que vous connaissez pas ces personnages, leur mise en situation, qu'est-ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce qui les a menés à arriver là, quel amour se crée autour de ça. Et je trouve que c'est intéressant, ça pousse la psychologie un peu plus loin, ça pousse les frontières. Alors, je dis pas que j'accepte, attention, c'est pas ce que je dis. C'est une histoire, c'est une fiction, c'est un auteur qui m'amène dans son récit. Et je trouve que Farah, dans cette histoire, elle a une plume. Alors, déjà, dans les livres que j'ai lus de Farah, j'ai un énorme coup de cœur pour Le Sang des Sauvages. C'est un dark fantasy que j'ai adoré. Alors là, pareil, dans le public averti, il y a des scènes qui sont quand même... Waouh. J'ai lu Loving Doll, qui est une dark romance aussi de Farah. Farah a une plume envoûtante. Quand elle vous amène dans c'est dark quoi en fait hein. Elle gère en fait, c'est qu'elle a réfléchi à beaucoup de choses. On sent qu'il y a un travail énorme, une réflexion de comment amener des choses qui pourraient être inacceptables, faire une vision différente au lecteur, ne pas l'écœurer non plus, parce que le but de la dark romance c'est pas d'écœurer le lecteur, c'est d'accepter les différences des gens, accepter les psychologies différentes des gens, leur mode de vie qui est différent du vôtre. Voilà, donc je trouve qu'elle a parfaitement géré ça. Je voulais en profiter de cette dark romance parce que je vois beaucoup de dark romance à l'heure actuelle. Je vois beaucoup de gens ouvrir la bouche sur la dark romance. Et moi j'en lis depuis qu'elle a commencé à sortir. Je sais plus. Le premier, je sais plus lequel j'ai lu. Mais j'ai lu par exemple Tabitha Suzuma avec Forbidden. Voilà, il y a des sujets qui peuvent déranger par l'acceptable de la société, on va dire, mais il y a aussi dedans ces personnages, ces plumes. Franchement, la plume de Farah est envoûtante. Vraiment, elle est envoûtante. Elle m'a envoûtée du début jusqu'à la fin. Elle m'a capturée, elle m'a fait réfléchir, elle a brisé mon petit cœur parce qu'elle a amené des choses que je ne suis pas prête d'accepter. Et en même temps, elle m'a demandé d'accepter ces personnages comme ils sont. Et ça a fonctionné, ça a hyper bien fonctionné. Donc je peux que vous le conseiller si vous êtes adepte de dark romance, si vous en avez déjà lu. Je pense qu'un jour je ferai une vidéo sur les dark romance à commencer, et si vous voulez y commencer, etc. Parce que je pense qu'il y a des degrés de dark romance aussi. Il y a des romans dark romance qui sont quand même plus douces et plus faciles à lire que certaines. Donc je pense qu'un jour je vous ferai une vidéo, dites-moi en commentaire si ça vous tente. En tout cas, je ne vous conseille pas de commencer par celle-là, peut-être. Ceux qui sont adeptes et qui en lisent déjà, allez-y, foncez, vous allez vous régaler. Je pense que c'est une dark romance qui vaut le coup. Les personnages, Ava, Imrel... Enfin, moi, je suis tombée amoureuse de cet homme et il m'a brisé le cœur, comme il a brisé le cœur d'Ava. Et après, il faut réparer le petit cœur. Donc voilà. Donc voilà, ça reste une romance. Ça reste des mots sublimes, ça reste des situations sublimes. Je trouve que Imrel, avec son caractère et son manque d'empathie et d'émotion, en fait, il en amène beaucoup vis-à-vis d'Ava. Il comprend pas hein, lui-même, mais il amène beaucoup de choses. Et vraiment, j'espère vous avoir donné envie de découvrir ce roman parce que il vaut le coup. Mais attention,
Voilà, vous le savez, et puis là, ils n'ont pas fait dans de la cuillère, ils l'ont mis en grand, et vous avez les trigger warnings à l'entrée du livre. Donc voilà, si vous voulez, je vous ferai une vidéo, comme je vous disais, ça serait peut-être intéressant. Certaines dark qui seraient peut-être, alors faut que je trouve celles qui sont pas trop hard, mais je pense que je peux trouver. Voilà. Et vous expliquer un petit peu, lors de cette vidéo, qu'est-ce que vous pourriez trouver dans le roman sans trop donner. Moi, j'aime pas trop donner ce qu'il y a dans les trigger warnings. J'avoue que ça... Et j'entends beaucoup, et des autrices, justement, qui râlent un petit peu à cause de ça. Elles ont raison, quoi. En fait, ça dessert leur roman. Il faut que tu te laisses capturer. Là, Farah, je savais que c'était une dark. C'est tout. Je savais qu'il y avait une différence d'âge et qu'il y avait une relation entre une jeune fille et son beau-père. Voilà, c'est tout ce que je savais. Et je voulais pas en savoir plus. Et je pense que, justement... J'ai été prise dans le truc parce que je savais pas quels étaient les trigger warnings. Si vous les connaissez déjà, vous allez essayer... Alors, tout le roman, vous allez être tendu, vous allez essayer de vous attendre à vous le prendre dans la tronche à un moment donné. Et je trouve que ça gâche la lecture, en fait. Voilà, alors que moi, je ne l'ai pas vu arriver. Alors, c'est pas que je ne l'ai pas vu arriver, c'est que vous le sentez arriver qu'il y a un malaise, qu'il y a quelque chose. Puis vous le voyez grandir, et puis vous êtes comme Ava. Vous fermez les yeux, vous dites non, non, c'est bon, c'est pas ça. Et en fait, au moment où ça se déclenche, et bien paf, vous le prenez. Et ce que j'ai aimé, c'est que j'ai eu ces émotions. J'ai eu les émotions d'Ava. Voilà, j'ai été capturée et captivée comme Ava. J'ai vraiment ressenti ces choses comme elle. Elle m'a fait ressentir, moi, quand j'ai commencé à décrocher et que je me suis dit non, c'est pas possible, tout ça, elle m'a raccroché au truc. J'ai compris, et j'ai compris Imrel. Voilà, c'est un personnage, attention, on est déjà sur un personnage masculin atypique. Voilà, les sentiments, c'est pas son fort. Et je peux comprendre que dans la vie, il y en a des gens comme ça. On n'est pas tous empathiques, on n'a pas tous des milliards d'émotions, on n'a pas tous l'amour avec un grand A en regardant l'autre comme une fleur bleue. Je peux comprendre. Et je trouve que justement, c'est une grande réussite de la part de Farah, parce que chef-d'œuvre. Bon, pour moi, c'est un coup de cœur. Oui, c'est un coup de cœur, parce que c'est pas le... Ça m'a dérangé. Je vais pas mentir, c'est une dark, donc vous savez que vous allez être dérangé à un moment donné. J'accepte pas non plus, parce que pour moi, voilà. Bon, amener comme elle l'a mené, ok. Ça l'a fait, ça l'a vraiment fait. Donc pour moi, c'est un coup de cœur, mais ça ne plaira pas à tout le monde. Mais vous le savez que c'est une dark. Donc si vous avez l'habitude de lire, je sais pas moi, Lucky Arbor, les Aventures et Passions de J'ai lu, bah évitez. Voilà, évitez parce que vous allez trouver des choses qui vont... et vous êtes peut-être sensible par rapport à des sujets que vous avez peut-être vécu, ou etc. Donc évitez. Voilà. Évitez parce que déjà, vous n'allez pas prendre plaisir. Deux, vous allez démonter le roman. Enfin, voilà, il faut accepter. Moi, il y a des choses que je ne lis pas parce que je sais que ça ne va pas me parler. Ça ne va pas me faire le... Voilà, le job ne va pas être fait. Donc, c'est pas la peine, en fait. Je me dis, oui, pourquoi pas, mais non, en fait. Il y a d'autres romans qui font plaisir. Voilà, ça, c'était la petite parenthèse parce que je vois beaucoup, hein, on en discute avec les copines, sur la dark romance, ça devient un sketch ambulant, mais vraiment un sketch ambulant. Parce qu'on parle d'âge. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a des maisons d'édition, elles éditent pour des adultes, elles n'éditent pas pour des ados, elles n'éditent pas pour des enfants. Et c'est dans leur ligne charte éditoriale. Là, je trouve que c'est... On parle des jeunes, effectivement, mais je pense que c'est aussi aux fournisseurs et revendeurs qui vont dans les librairies ou dans les médiathèques, c'est à faire le job en amont. C'est-à-dire le revendeur va faire son travail. C'est-à-dire que tu ne retrouves pas Captive chez les ados. C'est ce que j'ai retrouvé en allant... mon neveu avait besoin d'un bouquin et moi j'avais besoin de remettre de papier. Captive était en plein milieu des romans pour les ados. Donc j'ai juste dit... Et c'est pas sa faute. Son revendeur ne lui a pas dit. Et au vu de la couverture un peu fantasy et tout, elle s'est pas posé de questions. Elle en lit pas. Elle l'achète pour ses trucs. Donc c'est vrai que ça, elle va pas plus loin. Peut-être que... Bon, je pense que dans une librairie, on peut pas tout connaître et tout savoir et tout lire. Hein. C'est comme dans une grande bibliothèque, c'est pas possible. Mais combien de fois, à l'espace culturel ou à la FNAC, on voit des livres qui sont pas classés là où ils devraient, mais je pense que le travail, c'est en amont qu'il faut le faire. C'est le revendeur, celui qui vient donner. Il donne pas, je sais pas moi, Dragon Ball Z en même temps qu'il donne Captive. Enfin, je sais pas, il y a un moment donné, non. Non. Il sait que la maison BMR, elle fait de l'adulte, donc je vois pas ce que ça fout chez les gosses, quoi. Et là, c'était en plein milieu. Et il y avait, je sais pas, qu'un exemplaire. Donc je leur ai dit gentiment, elles ont ouvert le bouquin, elles ont vu le trigger warning. Parce qu'il était à l'intérieur du bouquin et pas derrière. Alors que là, j'ai trouvé que de la part de Black Ink, c'est très bien de foutre une pastille ou des pastilles ici, enfin, n'importe quoi. De prévenir le lecteur ou un visuel que les parents, j'en sais rien, si on va leurs enfants, ils le voient. Voilà, de toute façon, tu ne peux comprendre que ce que tu vois. Je suis désolée. Nous, on est dans, enfin, comme je l'expliquais avec les copines, on est dans la sphère un petit peu livre.
On adore ça, donc on se tient au courant, on regarde, on a nos maisons d'édition, on sait qu'est-ce qu'ils éditent et tout. Mais le néophyte qui vient juste chercher un livre pour son fils ou une maman qui laisse son fils dans les rayonnages parce que elle se dit bah, il est dans le rayon, il est dans le rayon enfant, allez c'est bon, hein, ou ado, c'est bon. Donc je pense que il y a une. Alors au lieu de taper dessus et de se crier les uns sur les autres sur les réseaux, parce que je vois des fois c'est un peu, ça va un peu loin je trouvais. Prévenir, c'est notre boulot aussi, de dire aux gens attention, vous allez rentrer dans quelque chose qui est adulte. De maisons d'édition, et je le répète ça parce que je pense que c'est très important et que c'est pas assez dit, qui édite de l'adulte. Hein, vous n'êtes pas chez PKJ, vous n'êtes pas chez Milan. Et c'est ça qui m'énerve aussi, c'est qu'on tape sur les maisons d'édition, mais à quel moment elles ont dit qu'elles écrivaient pour des ados? Quel moment? Par contre, le rayonnage, je pense que là, il y a un gros problème du revendeur qui vient amener ses bouquins à ma libraire, qui va lui donner le pitch de certaines choses et qui va lui dire « Ah, ça prend-le, ça fait le buzz ». Parce que c'est ça, en fait, le problème aujourd'hui, c'est que Captive fait le buzz, parce que ça sert certains de faire le buzz sur la dark romance aussi, je trouve. Et du coup, par contre, on rentre pas dans le vif du sujet de dire attention, c'est une dark romance, ça n'a rien à faire dans le rayonnage des enfants. Moi, je pense qu'il y a pas besoin de crier, il y a juste besoin de le dire, voilà, et de leur dire, voilà, elle savait même pas qu'il existait, enfin, ma libraire ne savait même pas que la dark romance, ça existait. Voilà, bon, déjà, ça fait pas des années que c'est arrivé, ça fait, oui, quelques années, mais bon. Un auteur de thriller qui va avoir un tueur en série qui va tuer des enfants, vous vous dites pas, il va cautionner. Je pense qu'il y a un microcosme sur la romance aussi qui est malfaisant et qui est malaisant et qui a rien compris au truc. Et alors que sur d'autres genres littéraires, il n'y a pas tout ce fouin, il n'y a pas toutes ces polémiques qui sortent tous les jours sur les réseaux. Les gens ont le droit de dire ce qu'ils veulent, mais il y a aussi ceux qui ont envie de dire ce qu'ils veulent, mais de plus dans un esprit de conseil, d'échange, d'explication, et pas de taper sur l'autre bookstagrammeur parce qu'il a dit ça, ou l'autre auteur parce qu'elle a écrit un truc comme ça et que c'est inadmissible et tout. Moi, je pense que tout peut être écrit, à peu près, tout, si vous savez dans quoi vous allez. Le porno, ça existe. Le porno gore, ça existe. C'est écrit, il y a des livres. C'est dans des catégories spéciales, mais ça existe. Et on s'insurge pour de la dark romance. C'est là où je me dis, il n'y a jamais de demi-mesure, en fait, avec les gens, je trouve. C'est chiant, en fait. C'est chiant parce qu'ils vous font fermer le clapet parce que vous n'avez plus rien dire. Ils vous agacent parce qu'en fait, ils ne vous laissent pas la liberté d'eux. On peut ne pas être d'accord avec moi, il n'y a aucun problème. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on attaque plus les gens et les mettre en porte-à-faux et les faire culpabiliser que d'avoir un échange, de la bienveillance. Alors, c'est pas un mot que j'adore, la bienveillance, parce que il a bon dos des fois. Et je pense que je le suis pas non plus des fois. Je peux dire des choses qui peuvent heurter les gens. Mais c'est normal, c'est humain. Qui ne se trompe pas? Enfin, moi, je veux dire... ça peut m'arriver peut-être de dire des choses des fois et de me dire ah putain ouais mais moi j'ai pas aimé mais s'il faut quelqu'un voilà. Donc j'essaye d'expliquer pourquoi j'ai pas aimé quelque chose et d'expliquer pourquoi j'ai aimé pour amener la différence mais ne pas heurter et dire que ça me convient pas à moi en fait, voilà. Donc voilà, c'était la petite aparté, j'avais envie de papoter avec vous. Je sais pas si vous aurez écouté jusque là mais en tout cas voilà mon ressenti sur ce que je vois sur les réseaux. Voilà pour la partie le parfum. Donc j'espère quand même vous avoir donné envie de le découvrir. En tout cas, moi, c'est un coup de cœur. C'est entièrement personnel. Et c'est un coup de cœur. On va parler du film dont je voulais vous parler. C'est Emmett Till. Où il tirait d'une histoire vraie, hein, dans les années 50. Entre 54 55, je crois que c'est au début. Dans les années 50, une jeune femme à Chicago vit en mère célibataire avec son jeune garçon de 14 ans. Elle a quitté l'Alabama, je crois, ou le Mississippi. Enfin, c'est qui vaut, ces deux... Voilà, ces deux États. Donc, elle a quitté parce que... Avec sa mère. Sa mère l'a sortie de là. Parce que violence, parce que clan, parce que les Noirs sont traités encore dans les années 50. Encore de nos jours aussi, on va pas se mentir. Vraiment... comme là, ouais, même pas s'ils traitent leurs animaux comme ça, donc voilà, il y a encore cet effet blanc-noir avec des restrictions, bien évidemment, pour les noirs. Donc, elle est partie vivre à Chicago et massée dans une grande ville, le racisme est encore là, elle nous le fait bien comprendre au début du film, mais il y a quand même une liberté de vie. Et que son fils, du coup, n'a pas connu la ségrégation dans ses états,
la façon de se comporter peut-être plus en rasant les murs et en passant inaperçu malheureusement. Je bois mon café parce qu'il fait tout froid. Et il est tout froid. Donc, elle laisse partir son fils, retrouver sa famille, parce qu'elle a de la famille qui est restée là-bas, bien évidemment, qui travaille dans des champs de coton. Et son enfant ne reviendra jamais. Voilà. Elle apprend par téléphone que son fils est mort. Pourquoi, comment? Donc ça, on va le découvrir avec elle. On sait ce qui s'est passé, nous, parce qu'en tant que spectateur, on le voit à l'écran, ce qui se passe, comment ça se passe. Ah, il y a une colère, hein. Je peux vous dire que j'ai subi le film, j'ai subi. Et donc, en fait, c'est l'histoire de cette mère qui décide de récupérer le corps de son fils, bien évidemment, parce qu'en fait, il voulait l'enterrer en Alabama, je crois que c'est en Alabama, et ne plus, voilà. Et donc, elle fait rapatrier son fils, et on découvre le corps de cet enfant de 14 ans. Je tiens bien à préciser quand même qu'on est sur un ado. Ou ce serait un adulte, ce serait pareil, mais je trouve que la violence est encore plus grande, je trouve, sur un enfant. Sur un jeune qui comprend pas tout, qui n'a pas la maturité. Et là, on le voit bien dans le film. Et du coup, elle décide de ne pas fermer le cercueil lors de l'enterrement. Que les gens aient une prise de conscience sur ce qui se passe encore aux États-Unis dans les années 50 et qui est inadmissible. Encore dans ces états-là, et dans le monde aussi, hein. J'ai trouvé la prestation de l'actrice magnifique. Donc là, on va nous parler de l'association américaine, je sais plus l'épeler, NCAAP. Donc c'est une association américaine qui a vu le jour dans les années 50, je crois. C'est dans les années 50, d'après-guerre, ouais. Les années 50, où, pour se battre pour les droits des hommes de couleur. Enfin, des personnes de couleur, des hommes. Des personnes. Hommes avec un grand H, hein, pas... des personnes de couleur. Aux États-Unis, il y a chaque année en plus les Grammy Awards, tout ça, et il y a une nomination qui s'appelle pareil, du même nom, pour récompenser les acteurs afro-américains. J'avais jamais trop compris en fait. C'est de là où je me dis que des fois mes lectures m'ouvrent l'esprit et m'ouvrent vraiment sur les choses, parce que ou de regarder des films, ou voilà, de prendre de la culture, on va dire, sur des choses que je ne connais pas, en fait. Je me doute qu'il y a des associations, et énormément d'associations dans le monde pour les personnes de couleur ou autres, mais je connaissais pas les initiales, je connaissais pas le but, je connaissais pas le début, et je trouve que le film, il amène déjà une info là-dessus. Donc on va suivre cette mère et cette association qui vont se battre pour faire justice, que la justice prenne par là-dedans. Ils vont accuser donc les personnes qui ont perpétré le meurtre de ce jeune garçon. On est dans un état d'Alabama blanc, au pouvoir aux blancs, donc avec un juge blanc et des jurés blancs. Donc je vous laisserai regarder le film, c'est tiré d'une histoire vraie, donc voilà, je vous spoile pas, c'est déjà passé, hein, donc voilà, c'est un film qui est magnifique, qui nous parle encore. Alors, dans le sens où il n'est pas révolutionnaire, dans le sens de la ségrégation et de films sur la ségrégation qu'on a pu voir, ou de livres, ou etc. Genre, je pense à Non coupable de John Grisham, qui m'avait marqué quand j'étais jeune, je l'avais lu. On a toujours, et c'est comme quand je lis sur la Seconde Guerre mondiale, je suis pas surprise, je lis toujours des trucs là-dessus, et on a toujours le même comportement, on a toujours ce mal-être qui est vraiment affligeant de l'être humain, je trouve, de cette cruauté. Mais de cette cruauté, il y a une femme blanche dans l'histoire, je peux vous jurer que je l'aurais claqué. Mais je l'aurais claqué. Vraiment. C'est odieux. Des comportements comme ça, c'est odieux. Vraiment. Je trouve les gens d'une cruauté. Voilà, donc c'est un film qui m'a beaucoup plu, qui m'a mis les larmes, qui m'a mis en colère, qui m'a révolté, qui m'a attendri aussi, parce que cette mère se bat vraiment contre des moulins à vent par moment. Ça fait tellement de peine. Voilà, l'actrice, le jeu de l'actrice. Il y a Whoopi Goldberg qui joue dedans, qui joue la mère de l'actrice, enfin de la jeune femme. La jeune femme, je connaissais pas trop cette actrice. Il faut que j'aille voir dans quel autre film elle a joué. S'il faut, je l'ai déjà vue, mais là, j'avoue que ça m'a pas marqué. Son nom me dit rien en plus. Je suis allée regarder sur le. Voilà, je vais aller voir sa filmographie quand même, parce que j'ai pu la voir dans des seconds rôles où j'ai pas fait attention. Voilà, donc je vous le conseille, Emmett-Till, s'il passe sur le canal et tout ça, regardez-le. Vraiment, regardez-le. Alors, oui, public averti là aussi, parce que ça peut vous choquer. Franchement, moi, je peux vous dire que. Parce que les images sont montrées, hein. Donc.
C'était le but. Donc en fait, les journaux américains publient là-dessus et tout. Donc en fait, ça fait un essor, un petit peu un écho de parole pour ces gens, ces oubliés et voilà, ces proscrits un peu et tout. Ça donne un œil dessus et les journalistes du coup vont en parler beaucoup. Des hommes politiques de couleur, ou des hommes d'affaires de couleur vont l'aider. Enfin voilà, il y a vraiment un engouement. C'est affligeant parce qu'en Alabama, quand elle y va, là, il y a une ville. Donc la ville où son fils est mort, à quelques lieues de là, il y a une autre ville. Et en fait, il n'y a pas de blancs. C'est une ville que de noirs. Et cette séparation d'êtres humains, moi je trouve, mais enfin, ça m'a choqué. Et l'autre ville, donc où il y a les blancs, il y a, je pense, 90% de blancs en fait, ou 80 ou 80, 70-80% de blancs. Et tous les jeunes afro-américains travaillent dans les champs à ramasser le coton. Enfin, je me dis, mais voilà. Et le fait de tomber sur une ville où, pour vivre en sécurité, ils sont obligés de vivre qu'entre eux. Mais c'est d'une tristesse et d'un malheur, je trouve. Mais voilà. Donc bon. Un film à voir. Un film vraiment à voir qui est magnifique, avec une prestation de l'actrice sublime. Vraiment. Il y a l'acteur aussi qui jouait dans Save the Last Dance avec Julia Stiles, le film sur la danse, où elle est ballerine et lui est musicien. Donc cet acteur-là joue dedans, je sais plus son nom, Junior, Senior, Morgan, je sais plus. Bon bref, voilà. J'arrive Raymond, oui j'arrive. Oui, comme s'il allait me comprendre. Mais il me comprend, ah mais si. Donc je vous conseille ce film, vraiment, Pépitas des bananas, je l'ai adoré. Bon, j'ai parlé pendant 33 minutes, au montage ça va être compliqué de couper. En tout cas, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas toujours à me dire, donc pour la Dark Romance, est-ce que vous voulez que je fasse une vidéo explicative sur la Dark Romance et sur ce que j'ai lu, faire un petit top des lectures, par quoi commencer, qu'est-ce qui est dur, qu'est-ce qui est vraiment un truc. N'hésitez pas, je peux la faire, il faudra que je la prépare. Voilà, donc n'hésitez pas. Je sais que j'ai toujours le top coup de cœur 2022 à vous faire. Je n'ai pas oublié, même s'il arrive en juin, il sera là. Voilà, j'ai pas eu le temps de m'installer, de le tourner, mais ça ne saurait tarder. Hein, on va pas... Donc écoutez, je vous laisse ici. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce sur la vidéo, à mettre un commentaire, à venir me retrouver sur les réseaux sociaux si vous avez envie de parler sur Instagram en DM, il n'y a pas de souci. Voilà, en attendant, je vous laisse ici. Partagez la vidéo si ça vous fait plaisir. À bientôt. Bisous câlins.